Avant de continuer cette matinée avec la question de la biodiversité aquatique sur le bassin Tardamont, je voulais vous informer que toutes les présentations PowerPoint ou les vidéos que vous verrez aujourd'hui qui appuieront les propos de chacune et chacun seront disponibles sur le site internet du syndicat mixte rapidement. Voilà. Voilà, mais elles seront mises à votre disposition sur le site internet dans les meilleurs délais. Du coup, on continue sur la biodiversité aquatique du Tardamont avec Mathieu Roch et Luc Barbe. Mathieu Roch, vous êtes de l'Office français de la biodiversité au service départemental de l'Aveyron, et Luc Barbe de la DREAL Occitanie. Et on aura également un témoignage sur les écrevisses et les poissons de nos rivières proposé par la Fédération de pêche et protection du milieu aquatique de l'Aveyron, avec Alexis Solignac, et de la Lozère avec Justin Moulin. Vous pouvez comme ça aussi venir si vous êtes là. Oui, voilà, comme ça on vous a tous ensemble. Donc il est question de la faune et de la flore de nos rivières. Comment ça va? Écoutez, ma foi, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. C'est vrai? La faune et la flore se portent bien? Se porte bien, pourrait se porter mieux. Et en tout cas, on va le voir ensemble, des milieux fragiles et une attention à poursuivre et des efforts à maintenir. Alors on vous écoute. Mais écoutez, bonjour à tous et à toutes. On va vous parler un petit peu de biodiversité avec Luc de la DREAL et les interventions de Fédération de pêche de l'Aveyron et de Lozère. Pour ma part, je suis Mathieu Roch, je travaille à l'Office français de la biodiversité au service départemental de l'Aveyron. Est-ce que l'Office français de la biodiversité, ça parle à tout le monde? Non? Mais c'est un établissement public assez récent qui a été créé au 1er janvier 2020 et qui est issu de la fusion de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Agence française pour la biodiversité. On a une implantation territoriale assez classique, une direction nationale, des directions régionales et des services départementaux. Moi, je travaille dans le service de l'Aveyron. D'accord, ça marche. Ça a l'air parfait. Merci. Donc dans l'Aveyron, nous sommes 17 et on a une implantation à Rodez et une antenne délocalisée à Millau dans laquelle je travaille. Nos missions principales sont la connaissance, l'appui technique, la police de l'environnement et la mobilisation citoyenne. Toutes ces missions avec pour objectif principal la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, on va parler biodiversité, mais derrière ce terme, biodiversité, qu'est-ce que c'est? L'ensemble des espèces animales et végétales, donc la diversité du vivant, avec leur diversité génétique, mais aussi l'ensemble des écosystèmes. Ça peut être une zone humide, un lac, un cours d'eau, une prairie. C'est bien l'ensemble des espèces, des interactions entre les espèces et leur milieu qui constitue la notion de biodiversité. Alors cette biodiversité, elle sert à quoi? Elle nous rend beaucoup de services au quotidien. On pourrait parler de la pollinisation, la fertilisation des sols, l'épuration, la notion de cadre de vie aussi, la production de matières premières. Vous le savez, le bois, les fibres, la laine, le pétrole, le ciment, issu du calcaire, des compositions d'organismes marins, utilisés en grande quantité dans certains ouvrages. Production d'oxygène, essentielle à la survie de tous, via les forêts et les océans. Production de nourriture, bien sûr. L'utilisation médicamenteuse, vous le savez aussi, la plupart des substances actives utilisées dans notre pharmacopée sont issues de végétaux et donc de la biodiversité. Et autre sujet d'actualité aussi, la régulation climatique. Sans la biodiversité et ses puits de carbone, il est clair que nous ne pourrons pas relever collectivement le défi du réchauffement climatique. Donc, comme vous l'avez vu, la biodiversité, c'est essentiel pour le maintien des équilibres naturels garants de la vie. Et une notion très importante, c'est essentiel pour notre survie, nous, humanité. On a souvent tendance à déconnecter les espèces animales et végétales de l'humanité.
En fait, non. La biodiversité, c'est bien l'ensemble du vivant, des interactions du vivant et dans leur milieu. Nous faisons partie du vivant. Donc, protéger la biodiversité, c'est se protéger nous-mêmes. Les érosions que l'on connaît aujourd'hui, qui sont scientifiquement détaillées au niveau de la biodiversité, sont autant de signes inquiétants qu'il faut prendre au sérieux, parce que derrière, c'est notre humanité qui est menacée. Alors après cette note d'optimisme, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le Tarn-Amont. Alors, je ne développerai pas les aspects aquatiques de la biodiversité de ce territoire, qui seront présentés par Luc et les deux témoignages des fédérations. On va se regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la ripisylve, autour de nos cours d'eau. La ripisylve, vous le savez, cette bande alluviale, située au niveau des berges des cours d'eau, qui a un rôle essentiel, véritable interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres. C'est un grand support de biodiversité, de nombreuses espèces y nichent, l'utilisent pour accomplir leurs différents cycles biologiques, que ce soit la reproduction ou des déplacements essentiels à leur survie. Ces bandes de ripisylve constituent des corridors écologiques. Là aussi, on aborde la notion de connexion, de lien entre les différentes populations. Elles jouent aussi un rôle tampon, au même titre que d'autres supports végétaux. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir ces zones tampons entre l'interface aquatique et l'interface terrestre. Donc, ces ripisylves sont vraiment un milieu essentiel au bon fonctionnement des cours d'eau et elles abritent une biodiversité remarquable. Vous la reconnaissez? La loutre d'Europe, très présente sur le territoire du Tarn-Amont. Cette espèce, de la famille des Mystélidés, on en compte 13 différentes de par de là le monde. Elle mesure jusqu'à 1,30 m et peut peser jusqu'à 11 kg. Principalement piscivore, mais bon, elle peut aussi, à l'occasion, en fonction des ressources disponibles, se nourrir d'autres animaux type amphibiens ou crustacés, les écrevisses étant un mets privilégié pour cette espèce. La maturité sexuelle intervient à peu près à 2-3 ans, mais la reproduction peut avoir lieu toute l'année en fonction des territoires. Généralement, les loutres donnent naissance à 1 à 2 loutrons. Il faut 6 mois à 1 an d'apprentissage, ce qui est très long par rapport à d'autres espèces de mammifères. L'apprentissage est très long et on a une portée par an. Malheureusement, ces espèces sont victimes de mortalité juvénile naturelle très élevée qui touche à 1/4 à 1/3 des portées qui n'atteignent pas l'âge de 2 mois. L'espérance de vie, alors en milieu naturel, elle est de 10 ans maximum. Tous ces éléments montrent quoi? C'est qu'on est sur une espèce qui a un taux d'accroissement assez faible, du fait de la maturité sexuelle assez tardive, des mortalités juvéniles qui sont élevées et une seule portée par an. Alors cette loutre, qui vit principalement la nuit ou au crépuscule, je ne sais pas s'il y a un peu un petit écho là. C'est l'effet sonore de la nuit. D'accord. Dis donc, il y a quand même des effets là. Donc on la voit assez rarement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou la chance d'en observer, un milieu naturel. C'est quand même un animal assez intéressant à observer. Les gîtes, qu'on appelle catiches, ça c'est au moment de la mise bas, peuvent être des terriers d'autres espèces, des blocs rocheux ou des espaces entre racines. Waouh, merci. Ou de la végétation dans des milieux type zone humide. En termes de territoire, on est sur des espèces qui peuvent couvrir jusqu'à 20 km de territoire, ou même 40 pour les mâles. Alors tout ça, vous voyez, c'est la bibliographie. Dans le vivant, il faut rester toujours très humble par rapport à ce qu'on connaît des espèces. En 2013, l'ONCFS avait fait une étude sur le Lot qui montrait des densités de 0,8 loutres par kilomètre linéaire de cours d'eau, soit sur un tronçon de 50 km, un peu plus de 30 individus. Donc on était en termes de territorialité beaucoup plus élevé que ce que nous mentionnait la bibliographie. Donc voilà, ce sont des éléments d'écologie, mais la nature nous surprend tous les jours et on a beaucoup de surprises sur de nombreuses espèces. Comment on détecte généralement cet animal? Et grâce à ses épreintes, ses fesses. Donc vous avez la photo ici qui n'est pas très claire, je m'en excuse. Donc ces fesses ont une odeur caractéristique, une odeur un petit peu de miel. Je ne sais pas si vous en avez déjà senti parmi vous. Non?
Alors, c'est vrai que sentir des crottes, c'est pas toujours le premier réflexe que l'on a, mais celle-ci est vraiment quand même assez particulière. Généralement composée d'arêtes de poissons ou de résidus d'écrevisses énormément présentes sur le territoire. Elle va utiliser ces épreintes pour marquer son territoire, et c'est grâce à l'analyse génétique de ces épreintes qu'on peut suivre les populations, notamment l'étude que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Alors cette loutre, autrefois, elle avait quasiment disparu de l'ensemble du territoire national. Elle était chassée pour sa fourrure et considérée aussi comme un concurrent par rapport aux espèces piscicoles. Puis sont intervenues les premières mesures de protection, l'interdiction de la chasse en 1972 et le statut d'espèce protégée en 1981. De nombreux travaux ont été réalisés pour préserver et améliorer son habitat. Et depuis ces années-là, aux alentours des années 90, on constate une recolonisation lente et fragile, mais permanente, de l'espèce sur l'ensemble du territoire national. Lente et fragile, malgré tout, parce qu'il faut continuer à travailler sur la préservation de l'habitat. Il y a énormément de mortalité par collision sur les routes, et aussi des problématiques de bioaccumulation. Alors la bioaccumulation, je ne sais pas si ce terme vous parle, les substances toxiques dans les milieux aquatiques, elles peuvent avoir différents comportements. Elles peuvent soit se concentrer dans les sédiments, soit être solubles dans l'eau et plutôt se concentrer dans la lame d'eau, soit rejoindre toute la chaîne alimentaire et se retrouver à des concentrations toxiques, généralement pour les prédateurs, comme la loutre. Donc chaque molécule a des caractéristiques spécifiques qui induisent un comportement différent dans les milieux aquatiques. La loutre est un prédateur, donc au sommet de la chaîne alimentaire, elle est très sujette à ces problématiques de bioaccumulation. Vous avez ici une carte qui représente un petit peu... Vous avez une carte ici qui montre un petit peu l'évolution de l'espèce sur le territoire. Celle du haut, je sais pas, ça, c'est lisible, 99-2009, et celle du bas, 2007-2016. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on avait des populations qui avaient une bonne dynamique sur la façade atlantique et au niveau du Massif central. Et grâce à ces populations qui étaient encore en bon état, progressivement, l'espèce est en train de recoloniser l'intégralité du territoire national. Alors vous voyez, hein, l'évolution est lente, elle demeure fragile, mais malgré tout, on est sur une dynamique très positive. La loutre, du fait de son statut de protection, fait l'objet de plans nationaux d'action, PNA. Le premier a été élaboré en 2010 pour une durée de 5 ans, et aujourd'hui nous sommes dans le cadre du second, 2019-2028. Ces plans nationaux d'action, ils visent à mettre en œuvre à l'échelle des territoires les mesures de gestion, les retours d'expérience favorables à la préservation de ces espèces. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez, sur ce site internet, télécharger l'intégralité des documents relatifs à ces plans nationaux d'action qui détaillent de façon très précise un petit peu l'historique et les mesures de gestion qui sont envisagées dans les territoires pour la préservation de la loutre. Vous avez 2 exemples d'aménagement. Je l'ai dit tout à l'heure, les collisions sont une cause de mortalité importante pour l'espèce. Et là, on voit que des ouvrages hydrauliques situés sous des voiries routières ont été aménagés par des petites banquettes qui permettent le déplacement de l'espèce sans avoir à remonter sur la route et donc évite tout risque de collision. Des fois, c'est des petits aménagements qui ne sont pas très coûteux, une fois qu'ils sont intégrés dès la conception des travaux, qui permettent d'avoir une efficacité importante sur la préservation. Je crois que c'est bien ça la logique, c'est d'essayer d'anticiper, de réfléchir en amont des projets pour avoir des travaux qui ont le moins d'impact possible. Et encore une fois, on n'est pas forcément sur des choses qui ont un coût exorbitant ou qui remettent en question le projet à lui-même. Alors là, bon, vous avez une petite photo qui se veut un petit peu second degré. C'est pas le territoire du Tarnamont, hein, mais on n'est pas très loin, on est sur l'Aubrac, au lac des Picades, pour ceux qui connaissent. Alors, cette image, elle est intéressante parce que vous apercevez au loin le héron, cendré, la loutre, et bien sûr, nous sommes en période d'interdiction de pêche. Outre le petit clin d'œil, je crois que ça reflète assez bien ce changement de vision nécessaire pour atteindre les objectifs de préservation.
La biodiversité, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, ça fait partie du vivant. On fait partie du vivant, il faut arriver à cohabiter ensemble. Et d'ailleurs, les deux espèces que vous voyez, la loutre et le héron, grâce à des mesures de protection, ont connu des dynamiques de population très positives depuis les 30 dernières années. Donc c'est possible, ça va demander des efforts, mais c'est possible. On pourrait faire une journée entière sur la biodiversité remarquable du territoire. Comme vous le savez, on n'en a pas le temps. Mais pour terminer, voilà, je prendrai ces 4 espèces un petit peu à l'exemple. Vous devinez en haut à gauche le castor, castor, qui lui aussi avait quasiment disparu au début du XXe siècle, du fait de la chasse pour sa fourrure, sa viande, mais aussi pour le castoreum, sécrétion huileuse qui lui permet d'imperméabiliser son pelage et de marquer son territoire, mais qui était très appréciée de l'industrie du parfum. Cet animal a fait l'objet de mesures de protection, de programmes de réintroduction, dont 2 ont été réalisés dans le territoire du Tarn-Amont dans les années 80-90. Et aujourd'hui, il est très présent sur le territoire et a recolonisé tout l'axe Tarn. Le martin pêcheur, que vous connaissez tous. En bas à gauche, le guêpier d'Europe, espèce migratrice, qui, après son hivernage en Afrique de l'Ouest, rejoint notre territoire et est présent sur le territoire du Tarn-Amont pour venir se reproduire. Alors lui, il affectionne des érosions de berges, des remblais à proximité du cours d'eau, dans lequel il va pouvoir faire son terrier et élever ses petits. C'est un vacancier, on pourrait dire, qui vient nous visiter une partie de l'année. Au même titre que le petit oiseau que vous avez en bas à droite, le chevalier guignette, lui aussi, espèce migratrice, qui nous rejoint en fin de printemps pour se reproduire et nicher. Alors lui, sa spécificité, c'est qu'il affectionne particulièrement les bancs alluviaux, les atterrissements. Et il va nicher au sol sur ses habitats. Donc vous voyez, bien connaître son territoire, bien connaître les espèces qu'il abrite, c'est aussi anticiper la gestion pour avoir une gestion la moins impactante possible et qui préserve cette richesse remarquable. J'en ai terminé pour ma part. Je vais maintenant passer la parole à Luc, qui va développer un peu plus les aspects biodiversité aquatique. Je vous remercie. Merci Mathieu. Donc, je suis Luc Barbe, je suis le responsable du laboratoire hydrobiologie de la DREAL. Les laboratoires hydrobiologie de DREAL ont 2 missions principales. Ils assurent du recueil de données dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau, sur les réseaux dont vous a parlé l'agence de l'eau ce matin. Ça, c'est une première partie. Et puis, ils assurent aussi, en appui de nos collègues de l'agence de l'eau, le contrôle de la qualité des données hydrobiologiques qui sont recueillis dans le cadre de ces réseaux de la directive 4. C'est les 2 missions principales que nous avons. Donc, nous sommes à la fois des praticiens dans les réseaux de mesure et des contrôleurs de l'activité des bureaux d'études, puisque c'est 80%, 90% je dirais, du recueil de données hydrobiologiques, il est opéré aujourd'hui par des bureaux d'études. Donc, je vais vous parler un peu de la biodiversité aquatique au travers de 2 prismes, celui des stations du RRP, le réseau référence pérenne dont on a parlé ce matin par l'exposé de l'agence, et au travers des 3 compartiments qui ont aussi été évoqués, des invertébrés, macrophytes, diatomées. Pour la partie poisson, c'est nos collègues des fédérations de pêche qui s'exprimeront. On reprend les 4 compartiments qui vous ont été exposés ce matin par l'agence de l'eau pour suivre la qualité biologique des cours d'eau qui rentre dans l'évaluation générale de l'état des cours d'eau. J'ai repris la carte de mes collègues de l'agence pour vous localiser les CRRP qu'on a cités ce matin. Alors, je vais vous les citer explicitement. Il y a le Tarn quasiment aux sources, à Mascamargue, c'est une station RRP sur la carte. Donc, c'est les petits points bleus que vous avez en haut et à droite. Vous avez la Mimente à Cassagnas, qui est un point RRP aussi. Vous avez le Valade de Beaumal, qui est le point intermédiaire. Le Valade de Beaumal est un affluent karstique du Tarnon.
c'est un petit affluent qui vient de la Canne hospitalier. Et puis, au-dessus du Valade de Beaumal, vous avez le point sur le Tarnon, quasiment aux sources, dans la forêt de Marcailleres. Enfin, il y a un point sur la Jonte à Gatusière, et le dernier, c'est sur la Dourbie, en amont de Dourbie, à la passerelle des Lopis, pour ceux qui connaissent. Il y avait un 7e point dans les années 2005-2007, qui était le Tarn-Montbrun, qui a été dans le réseau référence historique. Donc il y a eu jusqu'à 7 points de référence sur ce secteur-là. À comparer avec ce que disait l'agence ce matin, les 60 points sur Arnaud-Garonne, il y en a 47 en Occitanie, des points réseau référence pérennes, et il y en a un peu plus de 300 en France, 310 je crois, de cet ordre-là. Vous avez les cercles bleus qui localisent le Tarn-Amont à la fois en Occitanie, à gauche, et en France. C'est la plus forte densité de RRP de France, largement, même au-delà de ce qu'on a dans les Pyrénées, même au-delà de ce qu'on a dans les Alpes, qui sont pourtant des secteurs où aussi c'est relativement protégé. Donc vous avez le secteur de France qui a la plus grosse densité de stations de référence pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des secteurs où les pressions anthropiques sont minimales, puisque ces RRP, elles servent à deux choses. Elles servent à évaluer, comme l'a dit l'agence, la référence, c'est-à-dire le bleu de l'échelle, dans la gradation bleu, vert, jaune, orange, rouge de la qualité, ben c'est elles qui donnent le bleu. C'est les listes faunistiques et les listes floristiques optimales, avec le minimum de pression anthropique. Ça, c'est leur première vocation. Elles en ont une deuxième, c'est surveiller, et c'est largement d'actualité, ce que les scientifiques appellent le global change, hein, le changement climatique. Il y a des évolutions. On voit arriver des taxons à cause du réchauffement, voilà. Il y en a qui s'en vont. Et c'est chargé, entre autres, de surveiller ça. Grosse quantité de RRP, parce que beaucoup de diversité. Alors là, pour le coup, j'ai emprunté la carte au syndicat. Je pique les cartes à tout le monde. Beaucoup de diversité géologique. On en a parlé ce matin, Céline nous l'a dit, et donc beaucoup de diversité biologique en conséquence. Donc on a 3 hydro-écorégions DCE sur le secteur, la Haute-Loire-Sévenol qui déborde sur le Mont-Lozère, donc le point du Tarn, et dans cette hydro-écorégion. Il y a les Cévennes, évidemment, et l'Écosse. Donc c'est les 3 grands types DCE que l'on a, et cette diversité dans un nombre limité de kilomètres de bassins versants donne une forte diversité biologique sur nos 3 compartiments. Alors les invertébrés, on en a parlé, je fais un peu de redite par rapport à ce qu'a dit l'agence. Les invertébrés, c'est essentiellement 80% des invertébrés aquatiques, c'est des insectes, et 80% de ces insectes sont des insectes avec une larve aquatique et un adulte aérien. On en parlera, la libellule, les éphémères, les plécoptères, tout ça, c'est assez classique, les pêcheurs connaissent très bien ça. Donc là, vous avez une larve d'Epeorus, qui est une éphémère. C'est des animaux qui vivent très peu en cycle aérien, un jour, quelques heures pour certains. Et par contre, la larve, elle peut vivre une année, voire plus, en rivière. Donc elle va intégrer, si elle arrive à survivre une année ou 2 en rivière, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème majeur sur la rivière. On y reviendra sur cette notion d'intégrateur. Après, il y a le compartiment des macrophytes, avec un potamo. Les macrophytes, ce n'est pas un terme très scientifique, hein, c'est tout ce qui est végétal et macroscopiquement que l'on voit. Alors il y a évidemment les plantes classiques, les phanérogames, les plantes à fleurs. Il y a aussi les bryophytes, les mousses aquatiques. Il y a aussi les algues. Il y a aussi des lichens, on parlera. Il y a aussi des cyanobactéries, dont on parlera cet après-midi. Ça fait partie des macrophytes au sens des normes qui nous demandent d'étudier ce compartiment. Et puis, 3e compartiment, les diatomées. Ça a été évoqué ce matin par l'agence. Les diatomées, c'est des petites algues à frustules siliceux, toutes microscopiques. Hein. C'est un peu le film biologique gluant sur lequel on glisse quand on marche dans une rivière. 80% de ce film biologique, c'est des diatomées. Il n'y a pas que des diatomées dedans, mais c'est beaucoup de diatomées. Et même à des endroits où on pense que les cailloux sont nus, qu'il n'y a rien, si on gratte un petit peu, on aura quand même des diatomées. Donc même sur le mont Lozère, on a l'impression qu'il n'y a rien sur les cailloux. Si vous grattez les boules de granit, il y a un petit film biologique constitué de diatomées qui sont des indicateurs extrêmement précieux pour évaluer la qualité de l'eau. Ça vit 4 semaines, 5 semaines, une diatomée, et pendant 4 à 5 semaines, elle va intégrer la qualité physico-chimique de l'eau. C'est-à-dire qu'on a des diatomées qui aiment la pollution, des diatomées qui n'aiment pas la pollution, et en fonction de la liste qu'on va avoir, on va pouvoir dire la rivière est polluée ou n'est pas polluée. Et ce, sur une période d'intégration de 4 semaines, 5 semaines. C'est cette notion d'intégrateur biologique qui est importante. Les 2 autres compartiments font la même chose, hein, avec des pas de temps différents. Les invertébrés, ça intègre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et les macrophytes aussi plusieurs années, et puis les poissons, on en parlera après, c'est des plus gros intégrateurs à la fois en maille spatiale et en maille temporelle.
J'ai essayé de compiler l'ensemble des taxons, alors je vais vous expliquer ce que c'est, relevés en plus de 15 ans de suivi. Je vous rappelle, on a commencé les recueils sur la RRP 2005-2007, puis ça a eu une période ça a été repris fortement dans les années 2012. Le réseau actuel, il date de 2012. Et on a donc plus de 15 ans de suivi sur ces stations-là. Et j'ai essayé de compiler tous les taxons que l'on avait relevés au cours de ces 15 ans sur ces stations-là. Alors, taxons, c'est des notions très différentes. Hein. Ça part de l'espèce. Hein. Quand on détermine les poissons, c'est à l'espèce. Quand on détermine les diatomées, c'est aussi à l'espèce, voire en dessous d'ailleurs, avec de l'infraspécifique avec des variétés, etc. Par contre, il y a des compartiments où c'est parfois difficile d'aller à l'espèce. Les macrophytes, tout ce qui est plantes à fleurs, ça va à l'espèce. Bryophytes, on va à l'espèce. Par contre, les algues, c'est un peu plus compliqué. Et les cyanobactéries, j'en parle même pas. Donc là, on s'arrête au genre. Donc vous avez à la fois le cumul de genres et d'espèces dans les chiffres que je vous mets. Et pour les invertébrés, c'est encore plus compliqué. Je vous ai dit que 80% des invertébrés, c'était des insectes. Que 80% de ces insectes avaient un cycle aérien aquatique. Pour beaucoup d'insectes, pour déterminer vraiment l'espèce, il faut avoir l'adulte aérien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire avec la larve. Enfin, c'est très compliqué de le faire avec la larve. Donc on est obligé d'arrêter le niveau de détermination, on va dire c'est tel animal, au niveau générique, au niveau du genre, et pas de l'espèce. Donc voilà, pour expliciter, ce n'est pas tout le temps les espèces. Quand je dis qu'il y a 138 taxons relevés en 15 ans sur le Tarn à Mascamargue, alors déjà, ce n'est pas 138 taxons chaque année à cet endroit-là. Hein. Chaque année, à cet endroit-là, on relève entre la moitié et le tiers de ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'on va relever entre 40 et 60 taxons de ce niveau, famille ou genre. Ça veut dire plusieurs centaines d'espèces. Plusieurs centaines d'espèces sur le Tarn à Mascamargue. Et pareil pour tous les autres chiffres. Vous voyez que ça peut donner quand même une diversité extrêmement importante. Alors ça, c'est les stations références. Tout c'est du bleu, c'est le bleu de l'échelle. Hein. Elles sont toutes très très bien. On a la même diversité sur des stations qui ne sont pas références, plus en aval, mais parfois ça se dégrade un peu. J'ai pris deux exemples, on peut en prendre d'autres. Hein. J'ai pris le Tarn à Millau. Alors c'est le point qui est en amont de la confluence avec la Dauby. C'est marqué sur le site agence Tarn amont Millau. Hein, parce qu'il y a plusieurs sites à Millau. C'est le Tarn amont Millau. Là, il n'est pas en bleu ni en vert, il est en jaune, à cause, entre autres, des macrophytes. Pas que, mais à cause des macrophytes. Et on a effectivement une diversité plus basse des macrophytes relevés en une quinzaine d'années à cet endroit-là. Ce n'est pas le fait d'avoir baissé de biodiversité qui fait qu'on est devenu en jaune, c'est tout simplement qu'on a trouvé dans la liste des macrophytes dans le Tarn des espèces qui étaient plutôt inféodées à des apports de nutriments, azote et phosphore. Donc il devait y avoir de la vaucheria, de la cladophore, enfin des algues qui sont plutôt appétantes d'azote et de phosphore. Il devait y avoir un potamo et un myriophylle qui étaient aussi appétants. Enfin bon bref, c'est la liste floristique qui a noté, on a parlé ce matin je crois que c'est l'agence qui citait le chiffre, c'est Thibault qui citait le chiffre de 0 à 20. Hein. 0 c'est le cancre, 20 c'est le bon élève, puisqu'on note toute la qualité de ces listes au travers de ces évaluations de 0 à 20. Et les plantes qu'on a relevées, certaines plantes qu'on a relevées ou certaines algues, elles ont une note de 4, 6 ou 8 sur 20. Évidemment, ça fait baisser la note. Et la note macrophyte sur le Tarn à Millau, elle est aussi entre 8 et 9 sur 20. Il n'y a pas la moyenne, quoi. Donc du coup, il se retrouve en jeu. La Dauby à Mona, par contre, on retrouve et on est très en aval de la Dauby, hein, à Mona, on retrouve les caractéristiques de diversité et de qualité que l'on a à l'amont sur la RRP. Donc au travers des indicateurs biologiques, je dis bien au travers des indicateurs biologiques, la Dauby à Mona, pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes, évidemment que ça, mais les intégrateurs biologiques n'en détectent pas. Des espèces sensibles, rares ou remarquables, on va faire un petit focus. Alors là aussi, comme le disait Mathieu, on a été obligé de prendre des exemples. Hein, la biodiversité, c'est large. Donc j'ai pris quelques exemples que j'ai pensé les plus démonstratifs, mais on peut en sortir d'autres. Hein. Et peut-être vous-même en avez d'autres à proposer. Donc il y a deux libellules un peu emblématiques sur votre secteur. Hein. C'est des vraies libellules. Les libellules, enfin les libellules, ce qu'on appelle les odonates, ils sont séparés en deux, et là ce sont deux vraies libellules. C'est la cordulie splendide, Macromia splendens, et la cordulie à corps fin, Oxygastra curtisi, qui sont présentes toutes les deux sur le Tarn. Alors, on ne voit peut-être pas très bien, mais il y a les photos des deux adultes, et puis une larve de Macromia splendens au milieu, là, sur le petit carré. Le cycle de vie des odonates est typique du cycle de vie des insectes aquatiques, avec une phase larvaire qui peut durer 2-3 ans, et une phase aérienne qui est courte. Une libellule, ça vit
quelques semaines, un mois maxi. La phase larvaire, elle est carnivore, elle va grossir, etc. Et à un moment donné, vous connaissez tout ça, hein, elle va émerger, l'adulte va sortir, il va avoir essentiellement pour rôle de se reproduire, même si l'adulte de libellule peut se nourrir et reste carnivore. Et puis ça va pondre. Et beaucoup d'insectes ont ce cycle-là. C'est le cas en particulier des autres insectes dont je voulais vous parler, c'est les plécoptères qui sont caractéristiques des secteurs amont de cours d'eau propres, entre guillemets. Alors pourquoi? Parce que ce sont des insectes qui sont très exigeants en oxygène. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vivent en eau froide. C'est pas qu'ils aiment vivre dans l'eau froide, c'est comme la truite, c'est parce qu'ils aiment vivre dans l'eau froide, parce que dans l'eau froide, il y a beaucoup d'oxygène, alors que dans l'eau chaude, il y a moins d'oxygène. Donc ces insectes sont très exigeants. Il y a 6 familles de plécoptères qui sont représentées sur le Tarnamon, les chloroperdidés, les perlidés, les lectridés, les perlodidés, les némoïdés, les teniopterygidés. Ils n'ont pas tous les mêmes exigences. Les lectridés sont plutôt moins exigeants que d'autres, mais les chloroperdidés, les perlidés, les perlodidés sont très exigeants sur cet aspect oxygène. Et ça représente donc une douzaine de genres, et comme on ne peut pas tout déterminer à l'espèce, vraisemblablement plusieurs dizaines d'espèces. Les chloroperdidés, je m'arrête un peu là-dessus, parce que c'est probablement le must que l'on ait sur cet ordre. Ils sont présents dans toutes les RRP, sauf le valade de Beaumal, qui a quand même des caractéristiques spéciales, c'est une source karstique. On a un genre qui est présent assez généralement, c'est Siphonoperla, qui alors, a priori ce serait l'espèce Torrentium, parce que bon, par assimilation de ce qu'il y a dans le secteur et sur les aériens, c'est du Torrentium, mais c'est a priori, on n'est pas sûr. Toujours être prudent, comme disait Mathieu tout à l'heure, hein, on nous dit faut être humble. Mais aussi, on a une présence de Chloroperdla, là pour le coup, qui est très ponctuelle, et on l'a que sur le Tarn, Jonte, Tarnon. Et c'est quelque chose qu'on a très rarement, Chloroperdla. D'autres espèces, le genre Tréma, alors là c'est un trichoptère. Trichoptère, c'est les porte-bois. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais quand vous avez des espèces de branchages ou de fourreaux, cailloux qui se déplacent au fond des cours d'eau, là, c'est les trichoptères. Les pêcheurs connaissent ça aussi. Ce sont des insectes qui font un fourreau, enfin beaucoup font un fourreau, pas tous, hein. Il y a des espèces qui ne font pas de fourreau, des genres qui ne font pas de fourreau, mais beaucoup font des fourreaux, et ce sont des animaux qui sont aussi exigeants en matière de qualité, et là je vous ai pris ces exemples-là parce qu'ils ont une répartition géographique assez particulière et assez focalisée sur le bassin versant du Tarn-Amont. Alors le genre Tréma, il est présent sur le Tarn, la Miminte, le Beaumal. C'est un genre en répartition circumméditerranéenne, on le rencontre en Espagne, en Italie, mais vous voyez avec la carte de droite, en haut à droite, que sa répartition elle est essentiellement Cévennes et Pyrénées, normalement avec un focus sur votre secteur. D'autres trichoptères, c'est les béraïdés, qui sont un marqueur de votre territoire. Ils sont présents sur la Miminte, le Tarnon, la Jonte. On a 2 genres, là, Beraea et Beraemia. Beraea est plutôt largement réparti en Occitanie, donc ce n'est pas forcément un marqueur de votre territoire. Par contre, Beraemia, oui, il est présent vraiment dans les Cévennes. Donc vous avez vraiment des taxons particuliers avec des répartitions bien spécifiques. Les macrophytes. Les macrophytes, là aussi, il y a des espèces sensibles, rares ou remarquables, soit de milieu calcaire, comme la mousse Physidens grandifrons, qu'on rencontre sur la Jonte, qu'on rencontre sur le Val de Beaumal. Des mousses qui sont plutôt représentatives de milieu acide, Scapania undulata, qui est une hépatique de milieu acide, Fontinalis squamosa, qui est aussi une mousse de milieu acide, et puis la sphaigne, qui est aussi, enfin, ça fait partie des mousses, Sphagnum denticulatum. On parlait des notes de 0 à 20. La Sphagnum denticulatum, il a 20 sur 20. Quand on a cette espèce-là, qui est présente aux sources du Tarn, c'est qu'il n'y a pas du tout de trophie dans le milieu. C'est-à-dire pas d'azote, pas de phosphore. On est dans un milieu extrêmement oligotrophe, le plus oligotrophe possible. Je rappelle que la conductivité du Tarn-Amont, c'est le record de France de conductivité. Je parle sur le contrôle de mes collègues de l'agence, mais sur 11 microsiemens. C'est pas de l'eau distillée, mais c'est très peu minéralisé. Donc la sphaigne, 20 sur 20. Les autres, c'est entre 16 et 17 sur 20. Donc on a des indicateurs de trophie très faibles, donc d'azote et de phosphore, de polluants très peu présents. 2 lichens sur lesquels je vais revenir, parce que des lichens aquatiques, c'est comme les lichens aériens, c'est plutôt représentatif de très bonne qualité. Dermatocarpon berry, c'est un lichen de milieu acide, noté à 17 sur 20 ou 16 sur 20, enfin très bien noté.
Et sur la Dourbie, on trouve aussi un autre lichen, Colema fluviatile, qui est de milieu acide. C'est un taxon rarement présent dans les listes IBMR d'Occitanie. Colema fluviatile, je crois qu'il y a 5 localisations en France sur le site du muséum, et il y en a 4 qui sont par chez vous. C'est vous dire que ce sont quand même des taxons intéressants. Il y a quand même des facteurs d'inquiétude dans tout ça. On en a un peu parlé, donc je vais passer rapidement. La thermie, dont on a parlé ce matin avec l'agence, ça se voit plus sur ces secteurs apicaux. Quand on passe de 15 à 20 degrés, ça va avoir plus de conséquences écologiques que quand on passe de 25 à 30 degrés, de façon générale, pour être caricatural. Donc sur des secteurs qui sont froids, etc., on va avoir un problème. La baisse d'hydrologie, on en a parlé, le PNC en parlera aussi, je passe, mais sur ces secteurs-là, on voit beaucoup plus les problèmes de baisse d'hydrologie. On a des soucis d'extinction d'espèces, hein. Il y a des espèces qui colonisent, chez les diatomées, j'ai des exemples de diatomées qui colonisent petit à petit des bassins versants. Alors c'est probablement dû à de l'hyperfréquentation, les gens circulent plus, il y a plein de choses, ça peut être un facteur favorisant par dissémination. On a des disparitions d'espèces ou des érosions d'effectifs, chez les éphémères en particulier, il y a des disparitions, des érosions d'effectifs que l'on constate. Donc il y a des petits problèmes généraux, mais qui ne sont pas propres au bassin versant Tarn-Amont. C'est des problèmes généraux, nationaux, européens et mondiaux. Et puis il y a les contaminations et bioaccumulations dont on a parlé avec Mathieu sur la loutre. Ben là aussi, hein, sur les compartiments qu'on surveille, invertébrés, et autres, on peut avoir des contaminations par les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, hein, des métaux, des métalloïdes, on en a parlé ce matin, et c'est à surveiller là-dessus. Toutefois, il y a un témoignage que je voulais apporter, c'est le fait que ces milieux sont très résilients. C'est-à-dire qu'ils ont des pollutions, il y a des pollutions, vous avez des pollutions sur le bassin versant qui arrivent, qui sont parfois fortes. Et ce qu'on constate quand même, là comme ailleurs, c'est que ce sont des milieux qui peuvent se rétablir assez vite. C'est pareil pour la fréquentation touristique importante qui peut avoir des conséquences. Lorsqu'on a beaucoup de canyoning, beaucoup de passages de canoë, on peut voir des choses sur les indicateurs biologiques, mais ce qu'on constate aussi, c'est que dès que l'activité cesse ou se réduit, il y a une restauration du milieu qui revient à son niveau initial. C'est un peu comme en santé humaine, hein. Il vaut mieux tomber malade en étant en bonne santé que tomber malade en étant déjà malade. Et c'est un peu la même chose pour les stations et la qualité des cours d'eau. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces RRP et sur les taxons particuliers que vous avez. Et vous avez un secteur effectivement très préservé, on l'a déjà dit, avec beaucoup de taxons sensibles, dus à des pressions anthropiques faibles, mais aussi à des caractéristiques géologiques quand même très particulières de diversité. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si on passe aux questions. Je propose qu'on continue ce tour d'horizon de la biodiversité de nos rivières avec Alexis Solignac et Justin Moulin de Fédération de pêche de l'Aveyron et de la Lozère. À vous la parole. Donc, soit vous pouvez rester là et utiliser le micro qui est là, ou comme vous voulez. Ou bien prendre le pupitre et échanger de place peut-être. Merci. Bonjour, donc Justin pour la Fédération de pêche de Lozère. Je vais vous présenter l'état des connaissances des populations d'écrevisses sur le Tarn-Amont. Alors, donc on va avoir deux principales espèces, qui vont être donc l'écrevisse à pattes blanches, qui est sûrement connue de beaucoup de personnes, qui est donc l'espèce native européenne, et qui se trouve en France en plein milieu de son aire de répartition, qui est donc une espèce protégée, dans sa répartition régresse grandement. Et donc on a une autre espèce, qui est l'écrevisse signale, ou l'écrevisse, aussi appelée l'écrevisse de Californie ou du Pacifique, donc Pachyphastacus lenusculus, qui est donc une espèce originaire du continent nord-américain, introduite en France dans les années 70, et qui depuis a colonisé une grande partie du territoire français, et donc on va la retrouver également sur le Tarn-Amont. Donc c'est une espèce qui a des exigences écologiques très proches de l'écrevisse à pattes blanches,
et qui donc va rentrer en confrontation, qui va se retrouver sur les mêmes zones. Et donc, vous donner une estimation des zones de répartition de ces deux espèces actuellement. Donc voici une carte que j'ai réussi à faire entre les données des fédérations de pêche de la Lozère, de l'Aveyron ainsi que du Gard, ainsi que les données du PNC et de l'OFB. Donc vous avez en bleu les zones refuges pour les crues savates blanches, qui sont donc les zones apicales, les zones de tête de bassin versant. Et on va avoir sur les secteurs aval de grands linéaires colonisés par les crues du Pacifique, donc avec les petits losanges rouges qui représentent des points de localisation, où on sait que l'espèce a été aperçue, et donc par extrapolation, tout le linéaire en rouge qui serait colonisé par cette espèce. Et donc, on peut observer qu'il reste des zones refuges, avec des observations plus ou moins récentes des crues savates blanches, donc en particulier sur les sources du Tarn, de la Mimente et du Tarnon. Également un peu sur le Béthuson, et on va en avoir aussi quelques populations tout à l'ouest du territoire. Pour vous donner rapidement les facteurs de régression des écrues savates blanches, donc on a d'abord la dégradation de l'habitat, en particulier avec ce qui a pu se faire dans le passé avec le recalibrage des cours d'eau, les destructions de zones humides, ainsi que le colmatage et les pollutions chimiques. Ensuite, le facteur le plus important à l'heure actuelle, qui est celui de la propagation des écrevisses invasives. Donc d'abord avec une compétition directe entre les deux espèces. En général, les populations ne coexistent vraiment pas longtemps. L'écrevisse signale va prendre le dessus. Mais souvent, en fait, les écrevisses signales sont porteuses saines d'une maladie appelée la peste des écrevisses, ou aphanomycose. En fait, les écrevisses signales vont y survivre à cette maladie, et les écrevisses savates blanches, elles, vont y succomber en l'espace de quelques jours à quelques semaines. Et donc, en fait, on va avoir des populations entières d'écrevisses savates blanches qui vont disparaître, sans même être visibles, en fait. Et donc, d'actualité, on a aussi le changement climatique avec les assecs sur certains secteurs où persistent les écrevisses savates blanches, ainsi que le réchauffement de l'eau, mais ça c'est propre à la plupart de la biodiversité aquatique. Et donc, on peut se poser la question de que faire pour protéger les écrevisses savates blanches. Donc, d'abord, comme c'est écrit dans la loi, il est interdit d'introduire, mais également de déplacer des écrevisses invasives vivantes, donc, dont l'écrevisse signale. Donc, de surtout pas déplacer ces écrevisses vivantes. Ensuite, on va voir tout ce qui va être pour limiter la diffusion de la peste des écrevisses. Donc, pour rappel, cette maladie, la phanomycose, est transportée se déplace normalement avec l'écrevisse signale, mais on peut retrouver les spores de ce champignon sur des surfaces, donc par exemple sur les bottes, sur du matériel utilisé comme des engins de chantier. Et en fait, dès qu'on va accéder à ce secteur de tête de bassin où persistent les écrevisses savates blanches, l'idéal est de faire une désinfection systématique du matériel. Donc surtout en fait quand on passe du secteur aval où on a l'écrevisse signale vers les secteurs amont où on a l'écrevisse savates blanches. Et ensuite on va avoir tout ce qui va être protection et restauration des secteurs de tête de bassin versant. Toujours avec de la surveillance, le maintien de la ripisylve, c'est un élément très important pour l'écrevisse savates blanches. Et donc dans les cas où c'est possible, la restauration des cours d'eau. Et donc pour finir, faire un lien rapide avec les documents de planification. La Lozère est en cours de réactualisation de son PDPG, donc c'est le plan départemental de protection des milieux aquatiques et de la gestion de la ressource piscicole. Dans ce document, l'écrevisse savates blanche figure comme une espèce cible sur laquelle des actions vont pouvoir être programmées, avec notamment la déclinaison d'un programme d'action sur les espèces exotiques envahissantes, avec un renforcement de la surveillance des écrevisses invasives. En Lozère, on a un suivi coordonné entre OFB, PNC et donc la fédération. Et en dehors de ça, il y a aussi des réflexions sur la mise en place d'aménagements qui ont notamment été mis en place dans d'autres bassins versants qui vont pouvoir trouver leur lien avec le plan plus pluriannuel de gestion du syndicat de rivière. Voilà, je vous remercie.
Bonjour à tous. Donc je me présente, Alexis Soulignac, je suis chargé de mission à la Fédération de pêche de l'Aveyron. Et donc pour cette dernière intervention sur le thème de la biodiversité, je vais vous parler des poissons et aussi de pêche. Puisque, comme on l'a dit, l'être humain, les pêcheurs y compris, font partie de la biodiversité. Et puis aussi, par rapport au thème de la qualité des eaux, effectivement, les poissons sont bien placés pour en parler, même s'ils n'ont pas la parole. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interviens. Voilà. Alors, au niveau du bassin Tarn-Amont, il faut vraiment souligner qu'on a un bassin versant et un réseau hydrographique qui est très riche et diversifié, comme le disait Monsieur Barbe. Et ça se ressent aussi du point de vue piscicole. Puisque, donc il faut savoir qu'on classe différentes zones piscicoles en fonction des espèces qu'on trouve dessus, donc ça s'appelle la zonation piscicole. Il existe 4 grandes zones, la zone à truite, la zone à ombre, la zone à barbeau et la zone à brème, le plus en aval. Et donc sur le territoire Tarn-Amont, effectivement, on a, alors c'est à titre indicatif, hein, c'est une présentation très sommaire, mais finalement sur l'axe Tarn, on a donc la zone à truite jusqu'à peu près Florac, ensuite la zone à ombre, donc avec une rivière qui grossit, des températures un peu plus chaudes, on a la zone à ombre jusqu'à Millau, et ensuite la zone à barbeau jusqu'à la sortie du bassin, à l'exutoire à Saint-Rome de Tarn. Voilà. Au sein de ces zones piscicoles, on a différentes espèces. Alors, je ne vais pas toutes les passer, mais je m'attarderai sur les espèces dites patrimoniales ou remarquables. C'est-à-dire c'est des espèces qui ont des statuts particuliers de protection, voilà, ou alors par rapport à leur habitat. C'est des statuts de protection sur leur habitat. Donc parmi ces espèces, on a les 2 espèces de barbeaux, barbeau fluviatile et barbeau méridional. Donc ça c'est vraiment une spécificité du bassin Tarn-Amont et sur sa partie aval où on a des populations de barbeaux méridional. Alors qu'habituellement c'est une espèce qu'on rencontre sur les cours d'eau du pourtour méditerranéen. On a ensuite le chabot, la lamproie de planeur, le toxostome, la truite fario et la vandoise rostrée également. Un mot sur l'abondance piscicole. Alors, c'est un peu plus vrai pour la partie aval que pour la partie amont, notamment, on l'a vu ce matin, avec des contextes géologiques qui sont très différents entre l'amont du bassin et l'aval. Et il se trouve que donc en contexte calcaire, on a une conjonction de facteurs naturels qui font qu'on va avoir de fortes, voire très forte production piscicole. Alors ça vient essentiellement de la richesse des eaux, on parlait du paramètre de conductivité tout à l'heure, avec des eaux très minéralisées qui vont booster en fait la production biologique. On a une stabilité un peu plus relative des débits et de la température de l'eau, donc notamment pour les cours d'eau qui sont alimentés par des résurgences karstiques. Et donc ceci offre une croissance un petit peu plus rapide des poissons et notamment des populations de truites. Et enfin, on a des profils de rivières qui offrent des habitats de qualité et vraiment en quantité. On a des cours d'eau qui sont relativement peu altérés morphologiquement en dehors de certaines têtes de bassin. Donc c'est un facteur propice à la production piscicole. Cela dit, on a quand même quelques menaces par rapport à cette abondance piscicole, notamment la dégradation de la qualité des eaux, même si ce n'est pas le facteur majeur, comme on l'a vu. Mais on a, second plan, la diminution de la ressource en eau, qui va pouvoir conditionner les habitats disponibles pour les espèces piscicoles, la hausse des températures estivales, qu'on a également abordé, les dégradations ponctuelles de la morphologie qui peuvent exister, et ensuite, en lien avec le changement climatique, tout ce qui va être augmentation de fréquence d'événements extrêmes, alors soit des niveaux bas, si on parle de l'étiage, soit de niveaux très hauts avec des crues, des épisodes sévenols, ce genre de choses, qui sont en général un petit peu néfastes ponctuellement pour la vie biologique.
En termes de pêche, à proprement parler, on a essentiellement une espèce emblématique sur le bassin Tarnamont, la truite fario. On n'a pas de chiffres précis sur le nombre de pratiquants qui recherchent cette espèce, mais c'est vraiment l'espèce cible par excellence, même si on peut effectivement pêcher les autres espèces de poissons. On a une pratique de spécialistes, avec des techniques comme la pêche à la mouche, la pêche au toc, aux appâts naturels, mais aussi la pêche au lard. Et on a également, à côté de ces pêches spécialisées, éventuellement des pêches en famille, par exemple, qui peuvent avoir lieu, pas forcément sur la truite, mais sur des espèces d'accompagnement, par exemple. Au-delà de l'espèce qui est des techniques préférentielles, c'est important de souligner quand même le cadre paysager du territoire d'Arnamont qui est vraiment exceptionnel. Je pense qu'on peut dire que c'est une des plus belles destinations de pêche en France. Et c'est vraiment un facteur qui peut être plus important en fait que l'abondance de poissons. Et quand on réalise des sondages, des enquêtes d'opinion chez les pêcheurs, on se rend compte que souvent l'aspect cadre paysager, facilité d'accès aux cours d'eau par exemple, sont des thèmes privilégiés par rapport vraiment à la capture et à la réussite de la pêche. Voilà, ensuite en termes d'organismes gestionnaires de la pêche, il y a bien évidemment les 3 fédérations départementales, Lozère, Gard et Aveyron. On a une dizaine d'AAPPMA, donc c'est les associations locales agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. On en a donc une dizaine qui ont tout ou partie de leur territoire sur le bassin Tarnamont. Ça représente à peu près 4500 cartes de pêche, sachant que là-dessus, effectivement, on n'a pas le nombre la fréquentation de pêcheurs extérieurs qui peuvent venir pratiquer sur le territoire et qui ne sont pas forcément adhérents à l'une de ces 10 APPMA. Un autre élément important qui témoigne un petit peu de la notoriété du bassin, on a une vingtaine de guides de pêche professionnels sur le territoire et de nombreux hébergements pêche, des concours qui ont lieu, voire même des championnats, certaines compétitions de pêche. Voilà. Donc pour résumer, la pêche c'est vraiment l'activité de pleine nature par excellence, à la fois pour les locaux, mais aussi par rapport au tourisme. Elle a une très forte valeur symbolique, la pêche. Alors je ne pense pas au film avec Brad Pitt, mais localement, je pense dans la conscience des gens, voir un pêcheur au bord d'une rivière, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je l'ai déjà dit et je le redis, c'est vraiment une des plus belles destinations de pêche en France, le bassin Tarnamont. On a une activité qui est dépendante de la qualité des milieux et aussi d'un cadre naturel préservé. Et les pêcheurs, enfin, représentent des acteurs sur le terrain qui sont à même d'être au bord de l'eau et observer certains phénomènes. Et enfin, pour conclure, je rappellerai le rôle des fédérations départementales de pêche, qui est très important en fait dans la connaissance, la surveillance et la gestion des milieux aquatiques. On en a parlé un petit peu ce matin. Les fédérations de pêche mettent en œuvre des réseaux de surveillance de la qualité des eaux, en ciblant notamment donc, les peuplements piscicoles, la thermie aussi. Les fédérations réalisent aussi certaines études thématiques sur différentes problématiques. Et ensuite, sur le côté un peu plus usage, effectivement, on a, c'est une activité qui potentiellement peut générer de l'activité économique sur un territoire. Donc sur les deux volets, à la fois un peu plus environnement et l'autre loisir, toutes les actions peuvent s'inscrire finalement en soutien aux politiques locales. Et il y a deux documents phares un petit peu que vous pouvez consulter au sein des différentes fédérations. Donc le premier type de document, ce sont les plans départementaux de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles. Donc ce document en Aveyron, il vient d'être finalisé et il est en cours de réactualisation dans le Gard et en Lozère.
Et le second document, ce sont les schémas départementaux de développement du loisir pêche. Et ces deux documents permettent d'offrir des outils un petit peu de planification ou d'aide à la décision sur les territoires concernés. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous quatre pour ce tour d'horizon du vivant dans nos rivières, dans le bassin Tarnamont. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à leur poser ? Bonjour, moi je voudrais revenir sur la biodiversité et sur les invertébrés. Je suis pêcheur à la mouche. Nous constatons, avec des amis en même temps, une raréfaction des éclosions d'éphémères notamment. Quand on pêche tard le soir, jusqu'à la limite permise, quand on rentre en voiture, il y a quelques années, on faisait une hécatombe sur notre pare-brise. On le voyait en rentrant. On faisait 20 km sur la Dourbie, on arrivait à Millau, le pare-brise. Maintenant, on n'a plus un seul insecte sur le pare-brise. Alors, est-ce que cette observation qui est toute personnelle, elle est corroborée par vos observations scientifiques? Je ne sais pas si je peux répondre avec celui-là. Enfin, le phénomène que vous décrivez, il est général. C'est pas que sur le secteur Tarnamont. Et tous les pêcheurs à la mouche s'en plaignent, pas qu'ici, pas qu'en France, mais sur toute l'Europe et pareil en Amérique du Nord. Donc c'est un phénomène assez général. Il y a une régression du nombre d'insectes. Et dans cette régression du nombre d'insectes, les éphémères, entre autres, les mânes, comme les canadiens et tout ça, sont en diminution évidente au plan quantitatif. Est-ce que ça se voit dans nos indicateurs ? La réponse est non. C'est-à-dire que sur les indicateurs biologiques qu'on utilise aujourd'hui, qui sont essentiellement basés sur des listes, et c'est vrai que les abondances sont peu considérées aujourd'hui dans les indices. C'est-à-dire que c'est des indices essentiellement qualitatifs. On ne voit pas de disparition massive d'espèces. Il faudrait faire une étude quantitative de la densité des larves que l'on avait il y a 20 ou 30 ans et de la densité des larves que l'on a aujourd'hui au mètre carré pour constater quelque chose. Les indicateurs là ne nous permettent pas de le faire, mais probablement qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, votre constat, il n'est pas unique, hein, il est général chez tous les pêcheurs. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, les pêcheurs, c'est quand même des observateurs privilégiés de ce genre de choses. Donc, oui, il y a une diminution du nombre des insectes, hein, pas que des insectes à cycle aquatique, hein, c'est général. Ça se voit peu au travers des indicateurs normalisés dont on dispose aujourd'hui. Je peux rajouter un mot, mais je peux peut-être reprendre l'autre. Merci. Oui, on parle bien de diminution d'effectifs, donc on est potentiellement sur une diminution des populations. C'est ce qu'on constate sur tous les indicateurs du vivant, que ce soit les chiroptères, les mammifères, les oiseaux, les insectes aquatiques ou non. C'est cette dynamique-là qui est aujourd'hui au cœur des politiques de protection de la biodiversité. Et on fait le lien avec le milieu. Protéger ces espèces, c'est protéger le milieu. Quand les effectifs s'érodent, c'est le prélude à la disparition des espèces. C'est ce phénomène qu'on constate, qui est détaillé sur pas mal de revues scientifiques. Les scientifiques sont bien penchés sur le sujet. L'espèce, elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Il commence par y avoir une diminution progressive des populations. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui de façon généralisée sur l'ensemble du vivant, dont les insectes aquatiques. Oui, c'était plus une remarque qu'une question pour M. Barre. Je suis donc maire de la commune de Dourbie depuis 2015. C'est la première fois que j'entends parler d'un point de prélèvement au LOPI. Donc je pense que ça serait intéressant et utile qu'il y ait une communication au niveau des maires des communes, au niveau de la commune, ne serait-ce que pour justement faire attention et prendre ces données en compte sur les projets éventuels de la commune, et puis à titre de sensibilisation générale, je pense que c'est intéressant que les élus soient au courant de tout ce suivi, et puis voilà, que vous communiquiez là-dessus. Oui, alors
On a dû communiquer localement, parce qu'on a été à un moment donné à l'initiation du réseau référence pérenne. On avait pris contact avec les propriétaires lorsqu'on a créé, entre guillemets, les stations, dont celle de la Dourbie au Lopi. Mais je partage, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être plus communiquer ensuite. Toute l'information sur les réseaux de mesure. L'agence nous a passé ce matin le contact de son site SIE à Dour-Garonne qui est plutôt bien fait. Vous avez l'ensemble des stations de mesure de tous les réseaux, qui soient RRP ou autre chose, parce qu'il n'y a pas que ce point-là sur le secteur de Dourbie. Il y a un point à l'aval de Dourbie de mémoire. Enfin, il y a plusieurs points sur la Dourbie. Et sur votre commune, il y en a au moins 2 de mémoire, dont ce RRP. Donc toute l'info sur le réseau de mesure, elle est nationalement disponible sur un site qui s'appelle Nayad au niveau national, mais sur le site de l'Agence de l'eau, on a aussi accès à cette information. Donc tout le monde peut aller voir comment est surveillée la rivière à côté de chez lui. Je partage tout à fait ce que vous avez dit. On a dû informer la mairie de Dourbie en 2005, probablement, à l'établissement du point référence de l'époque. Et le propriétaire, tout est en propriété privée, donc on va chez quelqu'un, on est toujours chez quelqu'un. Donc on avait prévenu le propriétaire de la maison qui jouxte le point. Mais c'est vrai qu'on pourrait refaire des infos périodiques. Je partage ce que vous dites, on pourrait plus communiquer vers les communes pour leur dire, voilà, on surveille le cours d'eau chez vous, et voilà quels sont les résultats. Mais l'agence le fait aussi beaucoup par son site, mais peut-être qu'il faut plus de communication vis-à-vis des élus. J'entends bien, je note. Oui, vous m'entendez? Là, on m'entend? Bonjour, donc je suis Jean-François Humbert, je vais intervenir cet après-midi sur les cyanobactéries. Je voudrais juste apporter un complément à la question sur la disparition des insectes. Ça a été bien chiffré. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps en Allemagne. C'est 80% de la biomasse des insectes volants qui a diminué, une diminution de 80% de la biomasse en 27 ans, quels que soient les milieux, c'est-à-dire aussi bien dans les zones naturelles que dans les villes, etc. Donc c'est considérable, quoi, la perte d'insectes qu'il y a pu avoir. Et sinon, j'ai une question pour la fédération de pêche. Il y a eu des époques où les fédérations de pêche n'ont pas toujours eu des pratiques très vertueuses en termes d'alvinage ou de réempoissonnage, avec des impacts sur le milieu. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était maintenant, comment vous gérez cette question-là. Oui. Alors nous, clairement, dans le département de l'Aveyron, je réponds de mon côté, aujourd'hui les alevinages ne sont plus pratiqués. Ce qu'on appelait à l'époque le repeuplement, voilà, qui était d'ailleurs subventionné par l'État, clairement. Aujourd'hui, ces pratiques ont totalement été abandonnées puisque, effectivement, il y a eu quelques effets négatifs de mise en avant, mais surtout, ce qui est bien ressorti, c'était l'inefficacité de ces pratiques, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour l'usage pêcheur. Voilà. Typiquement, on a fait des études de génétique, plein de départements l'ont fait, et on ne va pas retrouver les souches domestiques dans les populations sauvages. C'est qu'en fait, les populations qu'on a voulu réintroduire ne sont pas rentrées dans les populations sauvages. Donc, ça, et les secteurs où c'est arrivé, forcément, c'est une perte de diversité génétique d'avoir contribué à cet alvinage. Et en fait, plus ça va aller, et plus les départements sont dans des gestions dites patrimoniales, où il n'y a pas de lâcher de poissons, du moins pas d'alvinage, pas dans un objectif d'alvinage, mais plus dans un objectif d'haliotisme sur les secteurs aval, où c'est des poissons qui vont être pêchés très rapidement, et qui donc vont pas contribuer à la reproduction de l'espèce, et qui vont juste satisfaire la demande en poissons de pêche. Voilà. Roland Dupont de la PPMA de la Haute-Dourbie. En ce qui concerne la lutte de la pêche, elle s'accommode actuellement de lâcher de poissons sur des zones intermédiaires qu'on appelle. La deuxième catégorie, ce sont des lâchers de poissons issus de pisciculture, dont le contexte naturel est un peu perturbé. Une pathologie possible, ça c'est connu. Je tenais à parler justement de ça. Il faut tenir compte que ces lâchers sont toujours présents.
et il faut quand même surveiller les impacts sanitaires de ce lâcher. Voilà, je tenais à le rajouter parce qu'on ne peut pas en parler. Alors, juste pour apporter un élément de précision à tout le monde par rapport à ces déversements de poissons, et comme l'a dit Justin, il faut bien différencier deux choses. C'est-à-dire les alevinages d'un côté et ensuite des empoisonnements très ponctuels qui sont faits avec des truites de pisciculture et qui généralement, ces poissons-là ne restent quasiment pas dans le milieu et sont directement prélevés par les pêcheurs. Voilà, il y a bien deux nuances à avoir là-dessus. Non ? Oui, c'est bon. Oui, Pierre Helvet, élu à Hispagnac, à l'amont des gorges du Tarn. J'avais une question plus par rapport à la première intervention sur la ripisylve, et particulièrement sur l'axe gorge. Voilà, ça fera peut-être du lien avec les interventions de l'après-midi sur les activités. Il y a des arbres qui posent beaucoup de questions. À l'élu que je suis, c'est la dangerosité de certains vieux peupliers. À d'autres, c'est la dent du castor. Donc c'est aussi la dynamique de crue avec beaucoup d'énergie qui fait qu'elle est aussi impactée. Donc c'est un peu savoir quelle est la ripisylve dont on peut rêver, considérer les effets sur la ternie, etc., etc., etc. Merci. Écoutez, je connais. C'est bon ? Ah, parfait. Je ne connais pas particulièrement ce coin, mais je pense que ça ressemble à pas mal d'autres zones où on a peut-être des difficultés d'accès ou des usages particuliers. Je crois que sur le territoire, vous avez la chance d'avoir un syndicat de rivière avec des techniciens très compétents qui pourront vous apporter des aides de diagnostic sur la gestion éventuelle à réaliser sur votre commune par rapport aux enjeux activité, sécurité, la problématique de la gestion des impacts en cas de crue. On est passé d'une époque où en fait la ripisylve, on était sur un entretien très lourd, très marqué. On coupait tout, on plantait pas forcément des essences qui étaient très judicieuses. On le voit avec certaines espèces de peupliers qui ne sont pas adaptés et qui n'arrivent pas à tenir bien les berges, qui posent pas mal de soucis en cas d'inondation. Aujourd'hui, on est sur une gestion, je dirais, vraiment très fine, au cas par cas, en fonction des enjeux et des nécessités. Donc je dirais, préserver la ripisylve, ça ne veut pas dire un non-entretien. Si vous avez un secteur où c'est que vous accueillez du public, qui a un arbre qui menace de s'effondrer, je comprends très bien qu'en tant qu'élu, vous allez faire le nécessaire pour sécuriser la zone. Par contre, peut-être, ça ne va pas concerner l'intégralité du linéaire du cours d'eau, ça ne sera qu'une intervention ponctuelle, ciblée par rapport à un enjeu particulier. Je crois que c'est ça qu'il faut rechercher aujourd'hui, et vous pouvez bénéficier de l'aide des techniciens du syndicat pour venir apprécier chaque situation au cas par cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. D'accord. Là, il faut repartir sur les essences locales. Vous pourrez avoir aussi pas mal de conseils au niveau de votre syndicat. Les essences les plus adaptées, c'est celles que vous retrouvez naturellement sur votre territoire. Après, en termes de plantation, il faudra bien, si vous avez la présence du castor, il faudra bien faire attention de protéger les futurs plants pour éviter qu'ils soient grignotés avant d'arriver à l'âge voulu. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Moi, j'en avais une tout à l'heure, vous parliez de cohabitation. Est-ce que vous avez pu observer quelque chose en particulier au moment du confinement, où finalement la cohabitation était hyper réduite ? Est-ce qu'il y a eu une évolution, une reprise de place de la biodiversité autour de nos rivières ? Là, je ne parlerai pas à titre professionnel, je parlerai à titre personnel. Habitant à proximité de la rivière et étant, je dirais, un usager de la nature, entre guillemets, j'adore les randonnées, les balades, même si pendant le confinement, elles étaient un petit peu restreintes. Mais on a pu voir quand même rapidement une recolonisation de certains espaces du fait de l'absence d'activité humaine, très clairement. Et on avait plus de contact avec une faune qu'on voyait plus rarement, du fait des perturbations induites par la présence ou la fréquentation. Donc oui, très clairement, ça peut se faire ressentir pendant le confinement avec des zones de quiétude qui ont été retrouvées et réappropriées par la faune. Donc ça permet
Est-ce que ça vous a permis d'évaluer un peu notre impact? Finalement, quand on n'est pas du tout là, c'est vraiment différent. Non, aucunement de façon suffisamment scientifique ou détaillée pour pouvoir en tirer des conclusions. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors, c'est pas très très gai, mais ça fait partie du sujet. J'espère que je ne vais pas vous couper l'appétit, mais en gros aujourd'hui, on parle d'érosion de biodiversité. Et c'est pas moi qui parle, c'est des scientifiques qui travaillent sur le sujet, qui connaissent ce sujet et qui ont travaillé dessus pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, on sait que cette érosion de biodiversité, elle est causée par l'homme et les activités anthropiques. On a ciblé les menaces principales qui pèsent au niveau national et mondial. Donc on a, entre guillemets, un bon diagnostic de la situation. Maintenant, il faut qu'on arrive à rentrer collectivement dans l'action. Il y a encore, c'est encore possible, hein, on peut y arriver. On a parlé de capacité de résilience. Elle est là, elle est présente. La loutre, elle est un très bon exemple. À partir de populations dynamiques, on a une recolonisation du territoire. Les territoires préservés, comme le territoire du Tarn-Amont, sont essentiels dans cette capacité de résilience. Mais préserver, ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas toujours des efforts à faire. On le voit, on peut aller plus loin, on peut faire mieux. Et c'est très important que collectivement, on prenne conscience que même si on est dans un endroit préservé, c'est très important de continuer à œuvrer pour la préservation de la biodiversité du milieu aquatique en général. Je pense que cet après-midi sera le moment de parler des actions à mener à l'avenir pour agir tous ensemble et préserver nos rivières. Du coup, c'est le moment de la pause, bien méritée, avec un apéritif qui nous est offert par la commune de Veiro et un repas par le syndicat mixte. Je vous informe aussi que vous pourrez profiter d'une projection du film Biodiversité du Tarn, réalisé par Lydie Esplat, qui sera diffusé vers 13h20, 13h30 dans la salle, voilà, pour une projection libre. Et Madame Esplat est ici avec nous, donc si vous voulez échanger avec elle, c'est possible aussi. Voilà, bon appétit.